Voyage en récit André Jacob. et Geoffroy Scribe. André Jacob, ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons dans cette émission de Voyage en récit. Pour revenir sur votre pensée philosophique, nous avions déjà parlé dans une précédente émission d'un de vos livres et un de vos articles. Le livre, nous l'avons ici, Esquisse d'une anthropologique, avec on peut le signaler, un trait d'union entre anthropo et logique, livre paru aux éditions CNRS en 2011. Livre dans lequel vous écrivez, dans un chapitre intitulé « Les avatars de la totalisation moderne », vous écrivez « Sous un angle généralement politique, et plus précisément idéologique, avec les racines religieuses d'absolutisation et de fondamentalisme, se manifeste la place la plus reconnue et médiatisée du dernier quart de siècle, le terrorisme. Dans ce registre, plus que dans les autres, se profile le problème du respect de la vie et du goût ou du sens du sacrifice. » Alors je voulais revenir justement sur ce petit extrait de votre esquisse par rapport justement à ce qui se passe depuis les événements tragiques du 7 octobre 2023 de cette année entre la Palestine avec le Hamas et Israël. Ces dramatiques événements sont-ils l'illustration et la vérification de votre pensée dans ce paragraphe, André Jacob ? Mon désappointement a commencé en février de l'année dernière. Avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, parce que, avec une constance étonnante, puisque ça a été répété encore hier soir, Vladimir Poutine dit qu'il n'a pas changé d'idée et il émet dans ses idées au moins une chose qui est complètement fausse, qu'il intervient pour dénazifier l'Ukraine. Oui. Ce qui, à part un groupe de trois fois rien qui n'existe plus, en tout cas depuis plus d'un an, la question n'est pas là et il y a des confusions et des mensonges qui sont évidemment particulièrement éprouvantes pour une visée démocratique de la vie politique. Alors, dans nos propos pour préparer cette rencontre, André Jacob, vous me faisiez part de votre réflexion par rapport aux stances et à l'instance. Il faudra peut-être revenir justement sur ces termes. Moi, j'avais compris que vous aviez étudié ce qu'avait procuré à l'homme le fait de gagner la station de bout, le fait de se redresser, donc une prise de distance par rapport au sol, si l'on veut, et vous faisiez par là le lien entre cette prise de distance, j'avais compris, entre le verbe prendre, le verbe accaparer, et d'un autre côté, le verbe comprendre. Alors y a-t-il philosophiquement, par cette élévation, cette mise en hauteur, cette séparation quelque part du sol, y a-t-il là le lieu pour l'homme, selon vous, André Jacob, d'un accroissement de puissance qui nous entraîne vers ces événements dont on vient de parler ? Oui, en réalité, c'est un moment de conversion que j'appelle depuis longtemps conversivité, pour que le mot développé pendant des siècles par la pensée religieuse ne fasse pas d'illusion, puisqu'il s'agit d'une conversion génético-structurale et qui est liée à une figure que mon linguiste Gustave Guillaume ne précisait pas. Il parlait de tenseur binaire radical qui correspond un peu à ce que j'ai essayé de dire à propos de la théorie de l'article, mais en réalité, ce lien à l'instant, c'est que tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle la langue, condition de possibilité de discours, est condensé en des systèmes qui se manifestent instantanément. Alors, exemple des conjugaisons des langues indo-européennes, c'est le point qui m'avait séduit immédiatement dans son grand livre de 1929, Temps et Verbe. Gustave Guillaume dégage
la notion de chronogenèse en montrant que, au fond, si on peut à tout instant et en un instant parler rapidement, émettre quelque chose qui est attrait à un futur, première personne du pluriel, etc., c'est que c'est préétabli dans des structures que nous avons acquises et qui sont en réalité la spécification du cogito cartésien. Car à la limite, si on est très rigoureux, on peut dire que en 1637, Descartes est à 2 siècles de l'essor de la linguistique, notamment avec Wilhelm von Humboldt, mort en 1835, et comme j'ai essayé de le montrer dans un article qui a été joint à un ensemble d'articles parus dans la revue de Bruxelles Degré, on ne pense que dans une langue, et Leibniz avait senti qu'il y avait quelque chose là, mais Descartes a laissé tomber complètement cette idée. La question du langage, et donc à cet égard, le cogito dont il parle est censé penser dans toutes les langues, mais c'est un peu vide puisqu'il n'en dit rien, et donc il faut spécifier, il faut passer, comme j'avais donné le titre à l'article, du cogito à l'instant du loquor. Alors expliquons peut-être ce que cela signifie, l'instant du loquor. Qu'est-ce que vous voyez comme image derrière y aurait-il une définition à donner? Alors, je lui ai cru devoir lui assigner la figure du cône, qui avait été en 1896 utilisée par Bergson pour la mémoire, et j'ai réfléchi à nouveau cette année sur les liens et le caractère différent des 2 cônes, parce que le cône de Bergson est censé, quand on le figure en mettant la base en haut, un cône renversé, oui, il est censé retenir tous les éléments qui vont devenir des souvenirs qu'on pourra actualiser au niveau de la pointe du cône. Mais de ce point de vue-là, les souvenirs relèvent du passé et donc d'un certain passif. Alors qu'au contraire, la base du cône, quand il s'agit de ce que Guillaume appelle l'inoubliable, c'est-à-dire les signes linguistiques qui ne s'évanouissent pas aussi facilement, on a affaire à quelque chose qui est actif et qui correspond à l'adjectif opératif que j'ai développé dans ma thèse Temps et langage, à savoir que nous parlons à la faveur d'une synchronie opérative. Alors, le mot synchronie veut plus ou moins dire en même temps, oui, mais justement, la plupart des linguistes encore aujourd'hui ne s'occupent pas vraiment du passage de la langue à la parole, ou de ce que Guillaume appelle le passage de la langue au discours, alors que ce passage est une véritable opération. Donc la base du cône correspond à des virtualités, plus exactement à des virtualisations qui, paradoxalement, sont renouvelées chaque fois que nous en actualisons certaines. Et donc la figure du cône est tout à fait compréhensible à cet égard. Et Guillaume, qui avait voulu, en parlant d'instant, dire que la langue était dans le temps et non pas dans l'espace, en première approximation c'est vrai, mais pas en deuxième, parce que lui-même employait souvent les mots larges et étroits, et ce sont des mots qui montrent que de toute façon, même pour un temps instantané, on est amené à se référer à de l'espace.
Alors moi j'avais quand même une question, André Jacob, par rapport à ce que vous venez de dire sur le fait d'avoir une idée qu'on pense dans sa langue et que cette langue ensuite nous permet d'exprimer dans le discours. Toutes les idées ne se valent pas en termes de complexité, de sujet, de nature. Et je reviens à Bergson. Peut-être avez-vous vu ce film, un film de Jean-Luc Godard, intitulé Alphaville, qui est sorti en 1965. Dans ce film, on peut voir l'acteur Eddie Constantine, interrogé dans une sorte... alors là, c'est peut-être une société utopiste ou uchronie, on y reviendra, peut-être à l'uchronie. Il est interrogé par d'obscurs policiers qui lui posent la question suivante. En quoi ou à quoi croyez-vous ? Et Constantine répond « Je crois aux données immédiates de la conscience ». Forcément, une référence volontaire, sans doute, au titre, un des titres les plus célèbres de Bergson, je crois qu'il a sorti ça en 1888, les données immédiates de la conscience. Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas, Monsieur Jacob, des pensées immédiates, des données immédiates qui nous viennent indépendamment de la langue dans laquelle on s'exprime ? Est-ce que toutes les pensées qui nous viennent, qui vous viennent forcément dans votre langue ? Est-ce que le premier lieu, c'est la pensée, puis on l'exprime dans la langue, ou d'abord, vous pensez d'abord dans votre langue ? Ah ben, moi je suppose, moi qui me suis peu développé dans toutes les langues étrangères, j'ai fait quelque chose comme 130 conférences, toujours en français, y compris au Japon ou à Buenos Aires, mais je me suis rattrapé par de longues méditations sur la valeur des racines grecques et latines, et à ce moment-là, il est possible que, quand j'essaye de m'exprimer, je puisse passer par la racine latine ou grecque avant le français. Et il y a des mots, par exemple un mot que je n'ai pas employé énormément, mais qui depuis 2014, c'est-à-dire bientôt 10 ans, est absolument capital par sa portée, c'est l'adjectif grec axios, qu'on traduit en général par digne de, et auquel j'assigne une conquête des valeurs et du sens à partir de quelque chose qui pourrait être rapporté au... Le mot qui est à la base de tout, qui veut dire plus ou moins désir, un mot latin. Le conatus. Voilà. Oui, pour des tas de raisons. La référence à certains mots-clés de l'histoire de la philosophie, mais avant tout la philosophie moderne, parce que je crois beaucoup à l'évolution. Et c'est d'une manière tout à fait sujet à discussion de savoir si on a raison quand on se réclame un peu trop de Platon ou d'Aristote. Il n'y a pas de doute que la modernité, avec Montaigne, Pascal, Spinoza, alors ça dépend sur quel sujet on se penche, c'est tout à fait important, et comme j'ai dû vous le dire une autre fois, le départ en un sens le plus percutant, bien qu'il soit extrêmement caché, de ma réflexion, a été le schématisme kantien, donc en 1780, c'est-à-dire quelque chose qui nous échappe, mais est la condition de possibilité de notre pensée. J'aimerais revenir, André Jacob, sur le mot « relation » que vous venez d'énoncer. Lors d'une précédente discussion avec vous, vous m'aviez dit que vous saviez très bien que le mot « religion » voulait dire « relier »,« religarer », que vous-même, sans défendre aucune foi personnelle, vous le saviez très bien, et que vous adoriez par exemple le recueillement, que Edgar Morin, votre ami le philosophe Edgar Morin, avait inventé le mot reliance, et que vous, au terme de toutes ces années, puisque vous arrivez bientôt à 103 ans, 102, vous trouviez que le mot le plus riche de toute notre langue française était ce mot-là précisément, relation. Alors je vais faire un parallèle parce que vous m'aviez dit également, on va revenir sur un contexte international,
Vous aviez constaté que les deux Corées étaient sans doute séparées depuis longtemps et pour longtemps encore, qu'elles vivaient dans des relations plutôt conflictuelles, et que vous observiez que la relation entre Israël et la Palestine montrait qu'ils ne pouvaient se passer l'un de l'autre. Alors, ce propos, comment cela peut-il évoluer depuis ces événements entre l'Israël et la Palestine? Quelle est la nature de la relation? Comment on pourrait la qualifier aujourd'hui? Il faudrait analyser des moments différents, parce que il n'y a rien d'étonnant que dans n'importe quel pays du monde, ce ne sont pas les groupes les plus distants les uns des autres qui sont les plus violents avec l'autre. Et il est évident que les voisins sont toujours au premier rang, puisqu'on a des raisons d'essayer de ne pas leur céder n'importe quoi, et qu'il n'y a jamais eu de problème, à ma connaissance, entre la France et la Mongolie, alors que l'Angleterre et l'Allemagne ont eu des moments difficiles à plusieurs moments de l'histoire. Si je reviens au plancher des vaches, c'est un petit peu le dicton qui dit que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. On ne parle pas du pré à l'antipode, par exemple. Oui. On ne peut avoir que des problèmes qu'avec ses voisins. Oui, mais l'adjectif relationnel, en effet, que je trouve capital, c'est qu'il est plus général, mais indiscutablement à signaler à propos du mot amour, qui évidemment, comme noyau de la pensée chrétienne, peut paraître trop polyvalent, alors que relationnel ne peut qu'être polyvalent. Et simplement, je ne crois pas qu'on doive l'employer pour un de ses contraires, qui est le conflictuel. Et la distinction que je suis amené à faire depuis longtemps entre deux versants de la condition humaine fait que, effectivement, le premier versant correspond plus que jamais, mais je l'ai pensé d'emblée, à ce que Bergson appelle le clos, et le deuxième versant à l'ouvert. Et ça appelle la précision que l'ouvert n'est pas aussi premier qu'on pourrait penser. On peut l'utiliser dans certains cas de figure en disant « j'ai trouvé la porte ouverte », évidemment. Ça n'a aucune portée avec le fait que pour accéder à l'ouverture, avec ce qu'on peut appeler la raison et le cœur, comme le voudrait Pascal, il faut une opération. Et l'opération suppose une organisation linguistique qui m'est apparue, cette organisation linguistique, comme une mise en relation. Et c'est pour ça que, emballé en 1949 par la lecture de l'introduction à l'épistémologie génétique de Piaget, je me suis aperçu à la fin des années 50, malgré la lecture des 3 volumes de Piaget, que parce que c'était une épistémologie, elle était en rapport avec les sciences qui sont mathématisables, alors que mon projet d'alors d'une thèse sur le temps du désintéressement, qui était d'ordre éthique, était donc de l'ordre des valeurs et non pas des faits, n'était pas mathématisable, et donc il fallait, ce n'est pas avec l'épistémologie de Piaget que je pouvais éclairer mon temps du désintéressement, mais en linguistique, pour autant qu'on me montre qu'il y avait du temps en linguistique. Et c'est là que, fin 1950, j'ai eu la surprise, et c'est un fait que tout aurait pu ne pas avoir lieu, de voir une affiche Émile Benveniste
professeur de grammaire comparée au Collège de France. Le hasard, par-dessus le marché, faisait que j'avais été son voisin de paillasse en Suisse 7 ans avant. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Mais si ça n'avait pas eu lieu, ça n'aurait rien changé parce que il m'aurait reçu quand même. Mais l'ouverture relationnelle est commandée par l'organisation linguistique avec la puissance que des virtualités comme les verbes, des adverbes, etc. peuvent avoir, nous permettent de donner du relief à notre expérience, alors qu'avant, on n'est pas sujet avant par un défilé qu'on ne comprend pas, comme on a des pulsions, etc. On a le risque de s'approprier beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, et c'est ce qui fait que il n'y a que peu d'années que j'ai indexé à ma réflexion le passage du prendre au comprendre. Mais le comme du comprendre est capital et il fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure la conversivité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Qu'est-ce que ce comme du verbe comprendre signifie aujourd'hui ? Comment on pourrait éclairer le point de vue que vous venez de donner ? Si on devait le dire en d'autres termes, comment pourriez-vous définir ou illustrer ce que signifie ce comme dans comprendre par rapport au prendre ? C'est-à-dire que il nous permet de nous ouvrir à la culture et en même temps, il est la condition du passage du sensible au sens. Avant l'intervention de la langue sous cette forme, nous sommes ou indifférents au sens et nous risquons, ça arrive certainement chez beaucoup de gens et ça peut aboutir à des systèmes politiques falsificateurs, comme à beaucoup d'égards, celui de la Russie actuelle est plus subtil que le stalinisme, mais du point de vue de la compréhension, il a en un sens, si j'ose dire, plus de culot, parce que il y a un enchaînement de mensonges qui est absolument ahurissant. J'aimerais rebondir aussi sur le mot uchronie, parce que vous m'aviez dit que vous vouliez en parler. Cette uchronie de Renouvier, là. On n'aura probablement pas le temps de faire tout ce que j'avais imaginé. Alors, au moins partons sur le début, peut-être. Oui, je dois d'abord signaler que il avait été retenu dans mon encyclopédie philosophique. Oui, qui est derrière vous, là. On avait signalé qu'il a été proposé par Charles Renouvier, un des grands philosophes français du XIXe siècle. Voilà, mort en 1903. Oui. En 1876, je crois avoir vu une fois, mais je peux me tromper, j'avais cru que c'était 1846. Enfin, mais il a écrit un livre en 1876 sans nom d'auteur, mais ça correspondait à la fameuse remarque de Pascal, Cléopâtre, si son nez avait été différent, les choses auraient pu être autrement. Alors là, ça paraît vraiment anodin, mais il est évident que si on remplace ça par des points beaucoup plus importants, et c'est là que j'ai été amené, il y a déjà assez longtemps, et j'en ai parlé à un connaisseur de l'État qui a écrit un livre sur l'État d'Israël. C'était à peu près il y a 8 ans. Oui. Je l'ai rencontré au Salon du Livre et il m'a dit c'était une hypothèse tout à fait improbable. Quelle était l'hypothèse tout à fait improbable ? Alors, c'était... Il faut qu'on soit très clair. Oui. Donc, j'en viens à cet exemple qui est le problème des rapports entre le nouvel État d'Israël et du Liban au moment même où les Palestiniens ne voulaient pas partager en 1948. Et il est évident que c'est plus lié au temps, à des événements, à des séquences qu'à de l'espace,
mais quand même lié à l'espace. C'était l'hypothèse que Ben Gourion, qui n'était pas le premier venu, qui était un des personnages intéressants de l'histoire d'Israël, avait eu l'idée, pour essayer d'améliorer au maximum son entrée au Moyen-Orient, de chercher à faire un traité d'amitié avec le Liban. Le Liban, en 1948, avait 3 ans. 3 ans. Il y avait presque autant de chrétiens que de musulmans, encore pas mal de juifs, et en remarquant que la frontière entre la Palestine et le Liban était assez régulière et qu'il n'y avait pas de tentation d'essayer de rattacher une enclave, la face du monde du Moyen-Orient aurait pu en être changée au bénéfice notamment du Liban, qui est dans un état épouvantable économiquement. Et vous pensez aussi à la possibilité alors de faire promouvoir des démocraties dans cette région? Ben oui, c'est-à-dire que l'ONU, en principe, par son caractère international, cherche le maximum de mise en relation. Elle essaye d'éviter les conflits. Donc, les raisons pour lesquelles ça n'était pas inepte, c'est que le Liban est le seul pays du Moyen-Orient qui ait autant de romanciers, de gens cultivés, un lien à l'Europe qui est important. Et les nouveaux Israéliens, venant notamment de Russie, étaient un gage assez européen aussi. Donc l'importance de la banque de Beyrouth, etc. Il y avait, sur le plan financier, il y avait aussi des liens qui n'étaient pas du tout aussi développés. Et quand on voit ce qui s'est passé pendant ces 75 ans, on voit que un des points évidents et importants, c'est le fait que en 48, 30 ans avant la révolution islamique, l'Iran était complètement différent. Oui, complètement. Et que, quels que soient les méfaits du régime du Shah, il s'est trouvé que Israël a eu des rapports avec l'Iran positifs quand il y avait le Shah, puisqu'il y avait les États-Unis, etc. Et que le Liban, faute peut-être de ce traité d'amitié, n'était en tout cas pas du tout, n'avait absolument pas basculé vers un Iran qui a donné le Hezbollah et qui, évidemment, est typique d'un Moyen-Orient agité et qui s'est détourné de la démocratie, qui n'a pas fait des pas décisifs, et en particulier, rien que de prendre les faux pas des États-Unis en 2003 en envahissant l'Irak, et en 2013 quand Obama a laissé tomber la Syrie, ce sont les deux points qui ont envenimé et qui ont facilité ce qui se passe aujourd'hui. Et il est clair que par-dessus le marché, tout ce qui s'est passé depuis les accords d'Oslo en 1993 ont été absolument négatifs, étant donné que ça fait 20 ans. D'ailleurs, en 2015, j'ai dû envoyer au Monde un article où il y avait eu des remarques à des âmes, mais je pense que ça a déplu. J'avais peut-être d'ailleurs déjà insisté sur le fait que le Premier ministre Netanyahou tournait le dos à ce qui avait semblé un pas en avant du temps de Rabin. Oui, vous m'aviez parlé, vous m'aviez dit en mars de cette année que le nouveau gouvernement israélien est pire que jamais. Ils veulent changer les rapports à la Cour suprême. C'est épouvantable du fait que ça nuit.
Donc aujourd'hui, on voit que cette ligne est maintenue finalement. Netanyahou, dont vous parlez, continue toujours dans la même ligne. Oui, c'est ahurissant que c'est un groupe de ces ministres ne s'arrange pas pour qu'ils trouvent une solution, pour qu'ils laissent la place. Donc c'est un manque de volonté, c'est un manque même de volonté, de simplement de relation pour vous? J'essaie de faire le lien justement avec ce mot de relation dont on parlait. Ah oui. Ah ben, en tout cas, c'est des options. C'est un cas typique d'option politique de quelqu'un qui arrive à s'incruster et on ne trouve pas les bons moyens pour le supplanter. Le mot relation ne correspond pas pour moi, même s'il ne signifie pas toujours amour, il ne correspond pas au lien. À quel lien? Parce qu'il y a plein de synonymes. Oui, le vice incontestable, ne serait-ce qu'à l'égard de l'ONU, oui. Où déjà on a remarqué que Israël avait un peu contourné certaines choses dans ses rapports avec l'ONU, mais donc le vice incontestable, c'est vous avez parlé du vice incontestable et vous n'avez pas précisé lequel. Alors le vice incontestable, c'est que les plans qui avaient été faits de partage de la Palestine amenaient à la nécessité de limiter énormément la colonisation en Cisjordanie. Et il est évident que le 7 octobre n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas 400 000 colonisateurs. Surtout que, curieusement, l'avènement d'Israël avait été fait dans la mouvance d'une lutte contre le Royaume-Uni qui était en position de colonisation. Donc mais il y a aucun doute que alors d'autre part, il est clair que les progrès techniques et autres qui se sont manifestés pendant ces 75 ans fait que la poursuite d'une guerre ne devrait, en tout cas pas, puisque l'ONU est plus ou moins derrière l'idée du partage de la Palestine, oui. Ça serait très mauvais par rapport à l'état des lieux en 1993 et encore pour parler de Camp David en 2000, étant donné que les Palestiniens, dans le meilleur des cas, gagneraient si la relation s'équilibrait, tirerait parti, comme en tire parti un certain nombre de Palestiniens aujourd'hui, même si toutes les mesures démocratiques ne sont malheureusement pas prises. Y avait-il un autre point que vous vouliez aborder? Oui, c'est pour revenir sur le fait que finalement parler d'Uchronie par opposition aux utopies d'il y a quelques siècles, simplement, elle est indexée sur ça veut dire qu'il fallait imaginer des événements différents. Quelque part avoir une imagination créatrice. Voilà. Qui se contente pas Alors, un verbe auquel je tiens beaucoup, mais je n'en ai pas fait grand-chose, mais il est important quand on s'intéresse au temps et qu'on se méfie de ce que j'ai appelé parfois l'éternisme, c'est-à-dire de trop être fixé sur une certaine fin des temps, etc. Le verbe qui vous est cher, c'est prévenir. Prévenir. Alors, il n'y a pas de doute que les raisons qui font que il n'était pas faux que le Liban, comme tel, n'avait absolument aucune raison de se mêler de ce qui se passait en Palestine quand elle a bougé avec le partage supposé. Oui. Et donc, un traité d'amitié aurait pu, même si ce qu'on appelle d'ailleurs bizarrement antisémitisme, puisque sémite correspond autant et plus aux Arabes qu'aux Juifs, dont on ne sait pas toujours très bien s'ils viennent forcément de Palestine.
Est-ce que vous voulez dire que obtenir un tel traité aurait été justement avouer et avoir une imagination créatrice, c'est ça? Avoir une imagination créatrice aurait pu déboucher sur un tel traité qui aurait changé la donne, quoi. Oui, c'est-à-dire que il est probable que ça aurait été, comme on l'a vu un peu vers 1980, où il y a eu des rapports où Israël est intervenu plus ou moins du côté des chrétiens, mais on aurait devancé le problème de la guerre civile, qui a été quand même lamentable, et qui, aujourd'hui, fait que le Liban est dans un état absolument épouvantable. C'est pour ça que cette hypothèse, et alors la référence que je faisais à l'intervention malheureuse des États-Unis par la guerre d'Irak, que la majeure partie des gens trouvaient absolument discutable, c'est tout à fait milite pas mal en faveur de cette hypothèse. Y avait-il un dernier point, parce que nous avons encore 3 minutes. Je voulais vous lire la référence en 9 lignes à ce problème dans un article dont la version définitive a été en mars dernier, et c'était la reprise complétée d'un article donc qui avait été refusé par Le Monde en 2015, probablement à cause de la critique trop expresse de Netanyahou, et ça m'a un peu étonné. Et alors lisons l'article, oui. Alors donc l'article s'appelle « Défiguration au pluriel et enjeux de la sécurité ». Et j'avais déjà fait une allusion dans le livre paru en 2011 dont vous avez parlé en commençant. J'avais déjà fait une remarque sur le fait que certains hommes politiques déguisent une tendance fascisante en nécessité sécuritaire. Oui. On en avait parlé, je me souviens. Oui. Alors donc voilà ce que je dis dans cet article qui pourrait être joint à notre échange. Alors, d'autre part, ne pourrait-on pas se demander si, en 1947-48, avant la proclamation de l'État hébreu, faute d'un dialogue constructif avec les Palestiniens concernant le délicat partage d'un territoire, si donc un traité d'amitié avec le jeune État libanais, suisse du Proche-Orient, culturellement lié à l'Europe et où la frontière ne présentait guère le moindre kilomètre carré en litige, n'aurait pas pu favoriser la démocratisation de la région infiniment mieux que l'attaque américaine de l'Irak en 2003. Cela quand le multiconfessionnalisme était loin de dégénérer en guerre civile avec ses ravages suivis d'un marasme économique sans précédent, encore préoccupant aujourd'hui, sans oublier les ambitions de la grande Syrie voisine et ses exceptionnelles horreurs depuis 12 ans. Merci, Monsieur Jacob.